Bonjour à tous. Donc Jean-Luc Rakowski, je suis médecin à Grenoble. Je préside le conseil scientifique de l'ESF depuis maintenant 4 ans. On va démarrer donc sur une partie vasculaire où je vais vous aborder de façon générale qu'est-ce que sont les petits vaisseaux de la peau qui peuvent toucher donc bien évidemment la sclérodermie. Et puis le professeur Blaise vous parlera plus spécification de comment aller étudier les vaisseaux de la peau. Donc les deux interventions sont sur le même thème. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Tous mes liens d'intérêt sont publiquement disponibles sur le site Déclaration publique d'intérêt du gouvernement. Alors, je vais aborder des choses assez simples pour essayer de vous permettre de comprendre l'intervention suivante. C'est que lorsqu'on va parler de vaisseaux, de quoi parle-t-on? On parle de tous les tuyaux qui partent du cœur et qui vont aller en périphérie. Et en fait, finalement, il faut concevoir notre système sanguin un peu comme un tuyau de plomberie. C'est-à-dire, donc, je vais faire quelques analogies. Les bricoleurs parmi vous vont comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que finalement, quand on part du cœur, ici, on a une pompe qui génère une pression. Cette pompe a une pression qui est élevée et qui permet au sang de s'écouler du haut vers le bas, c'est-à-dire du cœur vers les pieds et vers la tête. Donc ce régime de pression, si vous le gardez élevé, eh bien les tuyaux vont éclater. Du coup, on a besoin d'un réducteur de pression. Donc quand chez vous, au système de plomberie, vous avez tous la pression du système d'eau, elle n'est pas à 3 bars, elle est plus élevée. Et vous avez normalement, à l'entrée de votre ligne d'eau, un réducteur de pression qui vous permet d'avoir 3 bars dans votre circulation domestique et donc d'éviter que votre chauffe-eau, par exemple, explose. Eh bien en fait, nous, c'est exactement la même chose. On a un système en fait, où la pression tout au cours du système sanguin va baisser et s'amortir. Et pour ça, on a donc des artères qui sont dédiées à ça. Donc les grosses artères, elles servent de tuyaux. Et puis quand les artères deviennent plus petites, elles exercent une résistance à l'écoulement du sang, ce qu'on appelle les artères de résistance, tout simplement. Avec pour particularité le fait que on est capable, contrairement à un tuyau de plomberie, on est capable, nous, de faire varier cette résistance. Donc en fait, je peux, sans m'en rendre compte, faire changer le diamètre de mes petits vaisseaux pour, par exemple, augmenter l'apport de sang à un endroit ou à un autre. Et puis enfin, une fois qu'on arrive dans des vaisseaux tout petits, la pression est très très faible, ce qui permet, en fait, avec une pression très faible, d'avoir des vaisseaux très fins. Et si ces vaisseaux sont très fins, eh ben, les échanges peuvent se passer à ce niveau-là. Donc on peut faire passer de l'oxygène dans les tissus, faire passer des nutriments dans les tissus, et faire passer des cellules dans les tissus. Et pour ça, il faut que la pression ne soit pas trop élevée et que la vitesse soit faible. Alors, toujours en analogie avec la plomberie, sur tout réseau de plomberie, plus vous augmentez les embranchements en périphérie, par exemple en arrosage de jardin, plus la vitesse au niveau de chaque embranchement va être réduite. C'est-à-dire que globalement, quand vous avez un débit à l'arrivée du compteur, eh bien, le débit final sur tout votre circuit, c'est le même. Donc plus vous avez de tuyaux, plus vous répartissez ce débit sur différents tuyaux. Et ce qui veut dire que mécaniquement, quand vous avez beaucoup de tuyaux, la surface de section augmente et la vitesse diminue. Donc ça, c'est un phénomène qui est purement physique. Ce qui fait que lorsqu'on se trouve au niveau des tout petits vaisseaux, des capillaires, la vitesse est extrêmement lente alors qu'on n'a fait aucun effort pour qu'elle devienne lente. C'est quelque chose qui est normal. La vitesse se ralentit pour toujours permettre les échanges. C'est quelque chose, tous les mammifères sont conçus de cette façon, c'est extraordinaire, parce que tout se fait sans consommation d'énergie. Alors il y a un dernier phénomène qui est un peu plus complexe, mais ça va expliquer une chose très simple, c'est que quand on prend des vaisseaux de moins d'1 millimètre, on s'aperçoit que la viscosité va changer. Alors la viscosité, c'est quoi? La viscosité, c'est la capacité d'un fluide à résister à l'écoulement. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand vous prenez un verre d'eau et que vous le renversez, l'eau s'écoule. Si tout à l'heure, par mégarde, vous avez pris le miel, le pot de miel, ou de la confiture, et que vous le renversez, bien évidemment, ça va couler, mais beaucoup plus lentement.
Et d'ailleurs, vous avez pu remarquer que si vous faites ça avec un miel qui a commencé à cristalliser, il va s'écouler, mais extrêmement lentement. D'ailleurs, parfois, vous n'allez même pas voir qu'il s'écoule parce qu'il faut le laisser renverser longtemps. Donc c'est ça la viscosité. Plus un fluide est visqueux, moins il s'écoule rapidement. Et donc on a notre sang, il est fait de telle façon à optimiser cette viscosité. Et l'élément principal, c'est pas le seul, mais c'est le principal, c'est la quantité de globules rouges. Donc on a à peu près 45% de volume de sang qui est lié aux globules rouges. Bien évidemment, quand vous augmentez cette quantité de globules rouges, votre sang devient plus visqueux. C'est pour ça qu'en général, quand on a trop de globules rouges, on a un risque de faire des caillots. Mais l'organisme est très très bien fait, c'est-à-dire que lorsqu'on va arriver dans des vaisseaux tout petits, on a un phénomène très particulier qui se passe. Là, vous avez ici un vaisseau tout petit, vous avez donc un tuyau, et à l'intérieur, vous avez une photo de globules rouges. Alors, le premier élément, c'est que ces globules rouges, ils se déforment, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ronds, ils s'adaptent à la forme du vaisseau, et vous voyez, ils sont en forme de poire. Et ils se suivent les uns les autres. Et si on regarde très finement, on s'aperçoit qu'au bord des globules rouges ici, il y a un liseré blanc. Il y a un liseré où il n'y a pas de globules rouges. Simplement parce que la vitesse dans les vaisseaux, elle est plus rapide au milieu. Donc les globules rouges vont tendre à se mettre pile au milieu. Et donc, comme au milieu, la vitesse va plus vite, dans un tout petit vaisseau, on va faire passer plus de globules rouges que de plasma. Et ça va expliquer un phénomène qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a des gens qui vivent avec une quantité de globules rouges extraordinaire. C'est des gens qui vivent en très haute altitude. Et donc, depuis à peu près une quinzaine d'années, on sait qu'il y a des populations, en particulier au Pérou, qui vivent à très haute altitude et donc qui ont besoin de beaucoup de globules rouges pour vivre, tout simplement. Et on peut voir des gens qui ont jusqu'à 80% de leur masse sanguine liée aux globules rouges. On pensait avant que ces gens-là mourraient. Eh bien non, en fait, grâce à ce phénomène, ils sont capables de vivre. Alors, ils ne vivent pas tout à fait aussi longtemps que nous, mais ils sont capables de vivre et de s'adapter à des conditions extrêmes. Alors maintenant, on va rentrer à l'échelon de la peau et de la petite circulation de la peau. Il y a un travail qui a été fait par un chirurgien américain, St. Georgie, il y a assez longtemps, il y a déjà une vingtaine d'années, qui est fondateur et qui est exceptionnel. Donc je vais vous l'expliquer. Ce chirurgien, en fait, a enlevé un doigt chez un jeune homme de 18 ans qui est né avec 6 doigts. Donc il lui a enlevé un doigt et il lui a demandé son accord pour qu'on puisse imager ce doigt. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a injecté des résines dans son système vasculaire, une fois qu'il a eu enlevé le doigt. Il a enlevé la peau par des abrasifs, et donc il ne restait plus que les vaisseaux qui étaient en quelque sorte moulés. Mais il l'a fait avec une technique de très haute précision, et de ces travaux sont fondateurs parce qu'on connaît maintenant extrêmement bien comment sont nos vaisseaux dans les doigts, et ce qui nous intéresse directement dans le cadre de la sclérodermie. Alors voilà les images que ça donne en microscopie électronique. Donc vous avez un moulage, donc il faut concevoir que tout ce qu'on voit en grisé ici, gris clair, c'est la résine qui est dans les vaisseaux. Donc en gros, on a un moule, comme si on a enlevé la peau ici. La peau, le doigt, il est comme ça. La peau est à l'extérieur ici. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, vous avez un petit vaisseau, vous voyez un tuyau. Ça, c'est l'artériole toute petite, qui monte au travers de la peau, qui va former ce qu'on appelle un plexus, c'est-à-dire un réseau qui se maille avec la veine, ici, qui ramène le sang dans le circuit général. Et on observe que sur ce plexus, on a des lignes ici avec des petites boucles. Alors ces petites boucles, qu'est-ce que c'est? Alors on va faire un focus, on va regarder de façon encore plus précise. Donc voilà le doigt avant qu'on ait fait la microcorrosion. Vous remarquez une première chose, c'est que sur la face palmaire du doigt, on voit les empreintes digitales. Et puis on va regarder maintenant, une fois qu'on a enlevé la peau et qu'on voit que les vaisseaux, et bien voilà ce qu'on regarde. On voit qu'on a des petites boucles ici, qu'on peut voir par-dessus ou latéralement. Ces petites boucles, elles sont extrêmement fines. Ces vaisseaux-là sont les capillaires, ils font 5 microns de diamètre à peu près, donc c'est tout petit. C'est même plus petit qu'un globule rouge. Et ça forme de très jolies boucles.
Ces boucles, elles sont alignées. Vous voyez qu'elles sont tout à fait alignées quand on est sur la face palmaire, c'est-à-dire sur cette face-là. On retrouve la même chose sur les pieds. Et si on regarde finement, eh bien on s'aperçoit que ces lignes de capillaires sont superposées aux empreintes digitales. Pour une très simple raison, c'est que l'empreinte digitale, c'est une représentation de vos petits vaisseaux. Donc quand vous regardez vos mains et que vous voyez vos empreintes digitales, ce que vous voyez, c'est des couches d'épiderme, donc de cellules superficielles du derme, qui vont recouvrir les lignes de petits vaisseaux. Donc vous voyez vos vaisseaux sans le savoir. C'est très vrai qu'on a des cas en cancérologie, avec certains traitements qui vont inhiber la pousse vasculaire, où on peut voir disparaître les empreintes digitales. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et dans le futur, on va voir des systèmes de reconnaissance individuels qui vont être basés non pas sur l'empreinte digitale, mais directement, on est capable maintenant d'aller voir ces petits vaisseaux. Donc un jour, vous passerez à l'aéroport, vous passerez votre main, et c'est ça qu'on va détecter et qui vont faire qu'on va vous reconnaître. Alors, ce qui se passe, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'empreinte digitale ailleurs que sur la paume? Eh bien, c'est simplement que si on regarde le dos des doigts, par exemple, on a bien les petites boucles capillaires, mais elles sont toutes désordonnées. Vous voyez qu'elles ne sont pas rangées, elles sont situées un petit peu au hasard, et du coup, il n'y a pas d'empreinte digitale parce qu'il n'y a pas de structure bien formée. Alors, on rajoute un tout petit élément. Entre l'artère et la veine, ici, on va retrouver des structures qui vont permettre de shunter tout ce système, ce qu'on appelle les anastomoses entre les artères et les veines. Et en particulier, cette structure, alors qu'on appelle le glomérule, vous voyez que c'est une structure avec un vaisseau qui est un peu dans tous les sens, qui se relie les uns aux autres pour aller de l'artère vers la veine. Et je vais vous expliquer un tout petit peu plus loin à quoi ça sert. Alors, en synthèse, quand on regarde la peau, donc c'est quand vous regardez vos mains, vos avant-bras, comment est conçu le système vasculaire de la peau. On a des artères dans le gras de la peau qui vont arriver, monter, fusionner ici en un plexus. Donc plexus, ça veut juste dire que les vaisseaux se rejoignent et forment une espèce de lac. C'est pas tout à fait un lac, c'est un lac avec des trous. De ce premier lac ici profond, il y a des petites artères toutes petites qui montent, qui forment un deuxième lac, un deuxième plexus qui est juste sous la peau, à la jonction entre l'épiderme et le derme. Et c'est à partir de ce deuxième lac ici que les boucles capillaires ici vont monter. Donc vous voyez qu'on a une structure qui est quand même très compliquée et qui va avoir un objectif. C'est pas là par hasard. L'évolution a sélectionné les mammifères avec ce type de structure. Tous les mammifères n'ont pas la même structure. Et chez les hommes en particulier, c'est celle-ci, chez tous les singes également. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, du coup, quand on va vous faire une capillaroscopie, que vous avez tous eu, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va utiliser la propriété de certains vaisseaux de boucles capillaires dont je vous ai parlé, d'être perpendiculaires à la surface de la peau. En général, tous nos vaisseaux vont monter à la surface de la peau et donc on voit que la tête du vaisseau. Il y a juste un endroit, c'est sur le lit de l'ongle, où en fait les boucles capillaires ici, et elles sont dans l'autre sens, parce qu'elles suivent la matrice de l'ongle. Donc quand on fait une capillaroscopie, c'est une fenêtre sur cours, c'est-à-dire que c'est une façon pour nous d'aller regarder comment vos vaisseaux sont constitués, vos tout petits vaisseaux, et on est ainsi capable de voir, pas leur fonction, mais leur structure. Et donc classiquement, dans la sclérodermie, on en reparlera, je pense en particulier l'année prochaine, eh bien on est capable d'aller voir des anomalies, en particulier des vaisseaux trop gros comme ici, ou des vaisseaux qui fuient un petit peu. Donc c'est vraiment une fenêtre qu'on est capable d'avoir, et l'avantage c'est que ça fait pas mal. Alors il y a d'autres techniques qui vont permettre d'aller, je ne vais pas trop m'étendre sur les techniques elles-mêmes, qui vont permettre d'aller quantifier non pas la fonction, non pas la structure, mais la fonction. C'est en gros comment ces vaisseaux vont réagir et comment ils s'adaptent. Donc c'est ce qu'on appelle souvent les techniques laser. Historiquement, on avait ce type de sondes qui permettent d'envoyer un faisceau lumineux et d'enregistrer du flux. De façon plus moderne, on a des techniques en 2 dimensions, ici ou là, qui permettent d'avoir des images. Alors j'ai pris quelques images bien démonstratives pour un exemple. Donc ça, c'est des images qui avaient été prises avec mon collègue polonais, Marcin Hellman.
Et ici, en haut à gauche, vous avez une image de flux où, en fait, quand il y a beaucoup de flux, quand le débit est élevé, c'est rouge, et quand il n'y en a pas beaucoup, c'est bleu. C'est une patiente qui était venue dans le laboratoire, qui avait un réno primaire, et qui nous a dit je sens que je vais avoir un réno, mais en fait, elle n'avait rien à l'œil nu. Et donc, Martine, qui lui a demandé s'il était d'accord pour qu'on fasse une image. Et voilà l'image. Donc là, l'image, elle est très nette, hein, c'est-à-dire qu'elle avait un réno qui débutait sur l'index. Et ce qu'on voit avec ce type d'outil, c'est de façon très 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 sensible, on va être capable d'aller détecter la chute de ce flux dans le doigt qui va avoir le réno, alors même qu'elle n'a pas encore le doigt qui devient blanc. Donc vous voyez, on est capable d'avoir des outils très très fins pour aller voir ce qui se passe. Alors c'est pas utilisé en routine, mais surtout dans un contexte de recherche. Et puis après, ici, à droite, on a exactement l'inverse. C'est une patiente qui avait une érythromélalgie. Donc, c'est des patients qui ont c'est une maladie génétique, qui surréagissent à l'exposition au chaud, avec les mains et les pieds, surtout les pieds, qui deviennent tout rouges, pour des températures, d'ailleurs, pas très élevées, et ça fait très mal. Et là, c'est une patiente qu'on suivait, en fait, qui avait besoin d'être investiguée parce que les traitements ne marchaient pas bien. Et donc on l'avait exposé dans une chambre, on avait augmenté la température de la pièce de façon régulière. Normalement, la thermoneutralité, vous êtes bien à 23, 23,5, à 23, 23,5, vos mains, elles ne sont pas dilatées. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que dès 23,5, on a l'index, le pouce qui se dilate, qui deviennent tout rouge, l'auriculaire aussi, et ainsi de suite. On voit donc que tout d'un coup, il y a un moment où, bouf, les vaisseaux se dilatent brutalement pour des températures anormalement basses. Et on voit bien que c'est un phénomène neurologique parce qu'on avait, chez elle, on avait anesthésié son doigt du milieu, ici. Et on voit que pour des températures basses, quand on anesthésie le doigt, rien ne se passe. Simplement parce que c'est bien les nerfs qui sont à l'origine de cette maladie. Alors il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser, en particulier une technique très ancienne, qui est la thermographie infrarouge. La thermographie infrarouge a été développée principalement dans des objectifs industriels et militaires. C'est ce qu'utilisent tous les soldats des deux camps en Ukraine pour voir la nuit. Donc en fait, c'est un capteur qui permet de voir dans le domaine de l'infrarouge, donc du non visible, et qui va principalement détecter la chaleur. Donc les militaires l'utilisent avec des lunettes pour voir les corps ou les moteurs des chars, par exemple, en pleine nuit. Et ça marche extrêmement bien. Les industriels l'utilisent, et vous avez peut-être eu l'occasion de le faire chez vous, quand vous faites un bilan thermique. Eh bien, pour les patients thermiques, on utilise ce type de caméra. Nous, on l'utilise pour les patients directement. Alors, ça donne une image comme ça, bidimensionnelle. Donc là, vous avez une main. C'est pas une image donc, de la structure de la peau. Ici, c'est une image de la température de la peau. Donc là, c'est la température normale de la peau, elle est de 33 degrés. Elle est un peu plus faible que la température corporelle. Et ici, c'est une patiente sclérodermique qui avait un problème d'ulcération récidivante sur ce doigt, et on voit très bien qu'effectivement, la température de ce doigt, elle est plus faible, elle est anormalement faible, et qui témoigne d'un flux qui n'est pas assez élevé. Donc c'est un outil qu'on peut utiliser dans certaines circonstances. C'est très utilisé en Angleterre, un peu moins chez nous. Je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, mais et ça, on ne le fait pas chez les sclérodermiques, rassurez-vous. Donc, quand on va faire tous les travaux pour comprendre comment ces vaisseaux se contractent et se dilatent, on a besoin d'avoir des médicaments et on évite de donner trop de médicaments par la bouche. Donc on essaie de les injecter localement. Donc il y a des techniques qu'on utilise chez les volontaires sains uniquement, qui sont de mettre des cathéters sous la peau ici, pour aller étudier la réactivité au chaud, au froid ou dans plein de circonstances particulières. Bien sûr, ça se fait toujours après accord du sujet et après avis d'un comité d'éthique. On est capable d'aller injecter des produits dans les doigts, mais ça, c'est une technique qui se fait presque plus, parce que c'est pas tant invasif que ça génère trop d'artefacts de mesure. Et puis, c'est vraiment franchement pas agréable. Et on a une troisième technique qui est de faire passer les médicaments dans la peau avec des capsules ici de iontophorèse. En fait, c'est un système où, par courant électrique, on fait passer les médicaments. Alors, en synthèse, quelles sont les grandes conditions et qui nous intéressent en particulier ici? C'est les expositions aux variations de température. Quelque chose que vous avez tous vécu. Lorsqu'on est exposé au froid, eh bien, nos doigts, nos extrémités vont se contracter. Ça, c'est le cas de tout le monde. Alors pourquoi est-ce que nos vaisseaux se contractent et que les mains deviennent blanches? C'est parce qu'on a une stimulation principalement de nerfs qu'on appelle
sympathiques qui vont libérer des produits qui vont entraîner une contraction des petits vaisseaux. Ça, c'est le principe général. On connaît exactement les mécanismes de ceci. Alors pour nous, c'est important parce que ça veut dire qu'on peut essayer de développer des médicaments pour contrer ça. Et dans le réno, en plus, on a quelque chose de supplémentaire, c'est que on a tous des systèmes de protection. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sclérodermique, vous allez dehors, vous allez être exposé, vous mettez la main dans la neige, votre sang, vous allez avoir plus de sang tout d'un coup, la quantité de sang va diminuer drastiquement dans votre main. Mais bien évidemment, si vous avez plus de sang dans la main, au bout d'un moment, il va se passer des problèmes. Donc on a, de façon normale, un système de contrôle, d'autocontrôle, qui fait qu'on ne peut pas garder les vaisseaux contractés très longtemps. Donc là, c'est juste pour vous montrer, quand on expose un sujet au froid ici, un froid local, avec par exemple soit la main dans l'eau froide, soit une plaque de métal froid, et bien brutalement, le sang diminue de façon drastique. Mais dans les 5 minutes qui suivent, on observe que le sang revient ici, et après, si on poursuit l'application du froid, ça rebaisse. Donc on a une espèce de bond ici, qu'on voit en rouge encore mieux là, pomme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout de 5 minutes, vos vaisseaux ils se réouvrent, alors même qu'il y a encore du froid. Et alors ça, c'est un phénomène qui est important parce que, par contre, on sait que dans le réno, qu'il soit d'origine sclérodermique ou pas, ce phénomène disparaît. Donc c'est un phénomène de protection dont on n'a pas encore tout à fait compris la genèse, qu'on aimerait bien comprendre pour pouvoir trouver des médicaments, qui disparaît. Donc c'est une des explications du phénomène de réno, c'est pas la seule. Alors, lors de l'exposition au froid, il y a des phénomènes maintenant qui sont extrêmement bien compris. Donc on demande à tous les patients sclérodermiques de se protéger en période hivernale, ça vous le savez très bien, de porter des gants, si possible, chauffants. Il y a d'autres éléments maintenant, plus récemment, qu'on connaît très très bien. C'est par exemple la protection du visage. Donc ça, c'est des travaux assez récents, où en fait, les auteurs ont exposé en fait des sujets sains à un froid ventilé, donc ils rentraient dans une pièce, ils étaient assis tranquillement, la pièce était à thermoneutralité à 24 degrés, et puis on leur mettait un ventilateur devant la figure. Donc ils étaient couverts, et en fait, quand on met un ventilateur devant la figure et qu'on commence à faire passer du vent, et la peau du visage devient plus froide. Par contre, la peau du corps, elle est protégée, donc elle reste à 33 degrés. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'après le ventilateur, la peau du corps, elle bouge à peine. Par contre, la peau du visage, elle devient très froide. Et la question, c'est finalement, est-ce que ça a des répercussions au-delà du visage? Et ce qui montre, c'est que lorsqu'on fait ça, la pression artérielle augmente, la résistance des vaisseaux en général augmente, et la résistance des vaisseaux de la peau augmente. Donc en gros, ce qui montre, c'est que lorsque vous êtes exposé au froid, vous avez les mains dans des mitaines ou dans des moufles chauffants, vous n'avez que le vent, ça suffit à générer une vasoconstriction dans des parties qui sont sensibles, en particulier dans les mains et dans les pieds. D'où la nécessité de se protéger aussi le visage quand il y a du vent dans des conditions fraîches. Alors, je vais rapidement passer, c'est que vous expliquez quand même ce que je vous ai abordé au départ, c'est que la peau, la vascularisation de la peau, elle est faite pour contrôler la température du corps. Et donc, à la fois en conditions froides et en conditions chaudes. En conditions chaudes, c'est un peu le plus compliqué, parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe quand la température ambiante augmente? On a besoin de faire sortir cette chaleur. Et pour faire sortir cette chaleur, nous, les êtres humains, nous avons la peau. Beaucoup d'autres mammifères n'ont pas cette capacité. Par exemple, les chiens n'ont pas ce système-là. Ils sont obligés d'halter pour évacuer leur chaleur. Alors, quand la chaleur augmente, la première chose qui se passe, c'est que tous ces petits vaisseaux ici se dilatent. Et en particulier, on va avoir les boucles capillaires ici, dans lesquelles le flux sanguin va augmenter de façon considérable. Ça peut être d'un facteur 50. Et la particularité de ces boucles capillaires, elles ne sont pas là par hasard. Pourquoi ça fait des boucles? Parce que c'est la façon qui ne consomme pas d'énergie d'augmenter la surface d'échange. C'est-à-dire qu'en ayant ces boucles, j'optimise le contact entre un sang qui est à 37 degrés et une peau superficielle qui est à 33 degrés. Et donc, je vais avoir un échange thermique qui va se faire, et plus j'ai de sang qui passe, plus je fais d'échanges thermiques. Donc ça, c'est vraiment le premier mécanisme qui permet de se refroidir quand il fait très chaud.
quand vous êtes dans le désert, il fait tellement chaud que ce système il va être dépassé. Et du coup, votre sang, là, il va y en avoir énormément. Et le deuxième système qui va servir, c'est le système de maille, ici, de plexus, qui va servir de backup. En gros, quand on n'arrive plus à faire l'échange thermique au-dessus. Et enfin, il y a un troisième système, qui sont les glomérules que je vous ai montrés au début. Alors ces glomérules, quand on les regarde, on se dit, mais c'est quand même bizarre, ils sont profonds. C'est pas logique. Parce que quand on est profond, ça veut dire que l'environnement, il est aussi à peu près à 37 degrés, donc il n'y a pas d'échange thermique à cet endroit-là. Et en fait, on sait aujourd'hui que ces glomérules-là, ils ne servent pas à ça. Ils sont souvent situés à proximité de glandes, des glandes qui vont produire la sueur. Et quand le flux augmente dans ces glomérules, on va tendre à augmenter la chaleur autour des glandes sudoripares et de favoriser l'excrétion de la sueur qui permet de baisser la température. Donc vous voyez un système très compliqué, mais qui marche remarquablement bien. Alors il y a d'autres systèmes, je vais aborder très rapidement, c'est qu'il y a la peau, elle est un peu complexe, donc il y a d'autres éléments qui vont faire que le flux au niveau de la peau va pouvoir changer. Pour les jardiniers parmi vous, je suis certain que vous avez déjà, la période de la taille des rosiers est terminée, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Et quand on va tailler ces rosiers, souvent on finit par se faire mal. Et alors, l'effraction avec les épines de rosier, elle peut être pleine, dans ce cas-là on a une plaie, mais souvent en fait ça peut être simplement superficiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effraction de la peau, mais on a quand même un contact avec cette épine, et ça donne exactement ça, c'est-à-dire que vous avez l'endroit où vous avez été irrité par l'épine de rosier, et puis on voit que c'est tout rouge, mais c'est rouge autour aussi, c'est-à-dire que c'est rouge de façon centrifuge. Alors c'est ce qu'on appelle le réflexe axone, et ça c'est une réaction qui est liée à la stimulation de nos nerfs locaux, qui vont libérer des produits qui vont dilater localement en proximité. Alors c'est important parce qu'il y a des travaux là-dessus pour essayer de trouver le mécanisme exact, parce que il y a des médicaments qui sont dérivés de ce concept. Rapidement, c'est que dans nos petits vaisseaux, je ne suis pas rentré dans le détail, mais on a une couche qui est complexe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de cellules à l'intérieur. Et en fait, la cellule la plus intérieure dans ces vaisseaux, elle est capable elle-même de relarguer des produits qui vont dilater les vaisseaux eux-mêmes. Donc en gros, il faut voir que la machinerie de nos vaisseaux, c'est pas un tuyau de plomberie aussi simple que ça, c'est qu'on a des cellules comme des senseurs dans le vaisseau qui sont capables d'aller les dilater quand on les stimule. Et pour la peau, ça a été bien développé par Christopher Minson il y a une vingtaine d'années, chez qui j'ai eu la chance de travailler pendant un an. Et enfin, je vais terminer là-dessus. Il y a quand même une grande différence entre votre système d'arrosage et vos vaisseaux, rassurez-vous. C'est que notre système d'arrosage n'est pas dynamique, alors que notre système vasculaire l'est. Donc quand vous arrosez et que vous voulez augmenter le débit, la façon la plus simple, c'est d'augmenter la pression. Vous augmentez la pression en amont, le débit va augmenter de façon proportionnelle. Et inversement. Donc il vous suffit de prendre votre tuyau d'arrosage et de le presser avec la main pour diminuer le débit. Alors souvent, parfois, ou alors si vous voulez augmenter la vitesse, vous mettez le doigt dans le bout du tuyau, et puis vous voyez que le jet va plus vite, mais le débit reste le même. Au niveau de la peau, et au niveau de tous les vaisseaux chez l'homme, en fait, cette relation linéaire entre la pression et le débit, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on a un système qu'on appelle l'autorégulation, où quand on augmente la pression dans le système, eh bien, le débit reste à peu près constant, et inversement. Ce système-là, il a un objectif qui est assez précis, qui est de limiter l'augmentation de pression dans nos petits vaisseaux excessive. Parce que si on augmente trop la pression, ils vont éclater. Donc ce système est fait vraiment pour que, quand j'ai un à-coup brutal de pression, typiquement à l'effort, eh bien, je puisse lisser la propagation de la pression pour que mes capillaires n'explose pas. Donc, ça s'appelle l'autorégulation. Alors dans la sclérodermie, c'est un phénomène qui a été peu étudié, mais qui ne semble pas altéré. Voilà, je vais terminer là. Je voudrais remercier l'ASF pour la collaboration que j'ai depuis 20 ans avec l'association, une collaboration extrêmement fructueuse et amicale. Et puis je vais remercier tous mes collaborateurs, le professeur Mathieu Roustier avec qui j'ai beaucoup travaillé, le professeur Sophie Blaise qui me fait le plaisir de venir aujourd'hui parler juste après moi, et j'en suis ravi. Et puis le professeur Martin Hellman ici, qui est un cardiologue polonais qui est venu quelques années en France et qui maintenant, avec qui j'ai construit un petit centre de recherche à Gdańsk. Voilà, je vous remercie.